Kassamba, vous êtes chez vous, donc sur Télé 50, dessous des cartes comme avant les mondes, RDC, Justice, Caméré, Barkonga, Cheveya, Matata, Politique, Coopération, FMI, USA, Afrique, Paix et Sécurité. On en parle donc avec Jean-Marie Kassamba, éditorialiste à maison. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Alors, je pense comment comprendre la marche du monde en cette période où Caméré est libéré, Bakonga dehors, procès Cheveya, Matata Pogno, ça grogne au Sénat en rapport avec ses ennemis. D'abord, il faut comprendre que pour mieux décrypter la marche du monde, il faut partir de chez nous, voir ce qui se passe sur le plan africain et éventuellement sur le plan mondial, comment les dirigeants du monde gouvernent en ce moment. Et surtout, cela a des implications sur le plan social, sur le plan économique également. Vous venez de parler d'investissement tout à l'heure. Un pays n'évolue qu'avec des paradigmes et l'installation d'un système à la fois qui garantit les investissements, qui rassure ceux qui viennent investir, mais aussi qui donne l'espoir à la population pour le reste de leur vie. Si on part du principe que l'état des droits proclamé par le président Tshisekedi était une initiative très attendue par la population, par les Congolais, par les investisseurs, par même les partenaires. Cet état des droits est en train de subir en quelque sorte beaucoup de, comme a dit Georges Kapiamba, de revers qui diminuent son élan. Il y a du bon et du moins bon. Je pense que je l'avais dit ici plusieurs fois, bien avant d'ailleurs, que lorsqu'il y a alternance dans un pays, il a été dit qu'il n'y avait pas chasse aux sorcières, on n'allait pas fuiner dans les passés, on a besoin de construire, d'avancer, d'aller de l'avant. Et que la justice elle-même devrait être basée sur de préceptes consensuels. Comme qui dirait la justice équitable, c'est cela, la justice équitable. Mais au fur et à mesure qu'on a évolué, on s'est rendu compte que la RDC n'a pas échappé à la culture j'utilise la justice pour diminuer mes adversaires, pour le mettre en difficulté, pour que je règne, pour que moi je sois le seul maître à bord. Et ça c'est souvent consolidé par qui? Par les partenaires. Ceux qui ne veulent pas que les choses aillent dans le bon sens, ils vont dire au président, attention, vos adversaires sont en train de concocter des mauvais coups, il faut anticiper, il faut les diminuer. Et ça a commencé avec Vital Kamerhe. On a commencé à dire, Vital Kamerhe a des ambitions. Il fait de l'ombre au président, il est comme vice-président, il s'affiche, il ne respecte pas les protocoles. Et la confiance qu'il y avait entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'est étiolée. Il y a eu de méfiance, il y a eu des clans au sein de la famille, on va dire, le cache d'abord au niveau des institutions, notamment au niveau de la présidence de la République. Il y avait les pro-Vital et les pro-IDPS. Et ça conduit dans un premier temps à la diabolisation des Kamerhe. On a commencé par les insulter, etc. Et puis est arrivée l'affaire de 100 jours. Et là, on a accentué sur cela. Et c'est ça qui était à la base un peu de tout. Maintenant, les dossiers n'étaient pas suffisamment ficelés, suffisamment documentés, ce qui a fait qu'on a fait un procès à la fois expéditif, au lieu que ceci conduise à l'application de la justice juste, ça a été assez expéditif qu'à un moment donné, ça jetait un doute sur la justice. Conclusion, Vital a été condamné avec certains d'autres, on a sorti d'autres, Vital est resté, il a demandé la liberté provisoire, ça n'a pas fonctionné, et le malaise s'est installé. Et politiquement, le cash s'est amoindri. Aujourd'hui, Vital est sorti... Les cash amoindris, mais renforcés par l'Union sacrée de la nation. Oui, mais l'Union sacrée est venue après pour, semble-t-il, créer un nouvel élan pour le président Tshisekedi qui avait déjà disjoncté en quelque sorte le FCC Cash, qui était un socle, comme il s'était avec Vital, allait permettre une gouvernance stable. S'ils avaient continué avec Kabila, bien évidemment, en ayant une discussion claire, en ayant
de débats, pas de personnes, mais de débats de fonctionnalité des choses, les choses allaient aller dans le bon sens. Si par exemple on avait suspendu Vital Kamerhe en tant que directeur des cabinets, donc on l'enlève du poste, on le suspend, et on fait une commission d'enquête qui va peut-être gérer cette affaire de 100 jours, etc., les choses allaient aller dans le bon sens. Si on avait par exemple discuté avec le FCC Cash en mettant de côté les radicaux des deux côtés, les radicaux du côté de Kabila, les radicaux du côté de Cash, pour que le duo Kabila-Tshisekedi avance, on allait aller dans le bon sens. Mais on a préféré, on va dire, la rupture du brutal, on a déjanté les FCC pour renforcer l'union sacrée, etc. Et ça a créé, à la fois sur le plan des droits, beaucoup de dysfonctionnements, et sur le plan politique, beaucoup de dysfonctionnements également. L'opinion se pose la question. La libération de Vital Kamerhe intervient quelques jours après l'attaque de Bukavu. Est-ce qu'il y a corrélation? Il y a corrélation dans beaucoup de choses. Corrélation dans la sortie de Bakonga, parce que le dossier lui-même il était vide. Dans le dossier de Vital, la même chose. Dans le dossier de Eteni, c'était plus politique. Vous voyez? Donc, moi, vous voyez, Eteni est de PES ne peut pas brimer son propre fils. Etc. Donc, ça créait un peu cet esprit qui a fait que, à un moment donné, ceux qui étaient sortis de prison créaient un précédent, ce qu'on appelle la jurisprudence, pour ceux qui sont restés. Et les malaises qui étaient dans les chefs des gens de l'Est, c'est-à-dire à la fois les gens de Kivu, l'espace swahiliphone, avec le cas de Matata, parce que le cas de Matata allait dans le sens de stigmatiser encore l'espace swahiliphone, ce qui a fait que on a trouvé une pirouette pour, en quelque sorte, sortir Matata de cette affaire pour que l'esprit se calme du côté swahiliphone, mais c'est fait un peu en retard. Pourquoi? Parce que sur le plan social, les choses ne sont pas très bien améliorées, et en même temps, sur le plan politique, il y a eu beaucoup de méfiance. Ceci a été consolidé par quoi? Par les mises en place au niveau des entreprises. Et les gens du FCC, et les gens, le partenaire en quelque sorte de l'Union sacrée, ont senti que tous les espoirs qu'on leur avait donnés, à part les palissades, on n'a pas donné encore grand-chose. Et donc, il y a comme une espèce de délitement. Si vous écoutez Molière qui fait des commentaires maintenant partout, les gens ont libéré un peu leur langage et ce n'est pas bon pour la consolidation de la paix dans une république encore très fragile. Ouais, Jean-Marie Kassamari, restons d'abord sur la libération de Vital Kamerhe. Est-ce que la libération de Vital Kamerhe amenuise, je ne dirais pas les chances, mais la portée politique des Bahati auprès de Tshisekedi? Bon, la guéguerre de Bachi, on dit ça comme ça. La guéguerre de Bachi, c'est une guéguerre qui date de longtemps. L'adversité Kamerhe et Bahati, ça date d'alors, depuis que Bahati était dans la société civile, depuis que Kamerhe était au PPRD, depuis que Kamerhe était les tout poids lourds, on va dire, avec Joseph Kabila, etc. Si vous allez à Lungu, par exemple, vous allez à Bukavu, vous allez à Kabalo, vous allez dans tous ces coins de Sud Kivu, le leadership des gens du Sud Kivu, c'est une guerre terrible. Entre les Néhémis, entre les Katintima, entre les Bahati, les Shishambo, tous ces gens-là, non seulement ils pesaient au niveau de Kinshasa, mais là-bas aussi, ils pèsent. Et celui qui gère le Sud Kivu a de l'influence au niveau de Kinshasa. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau des gouvernorats. C'est souvent les Bachi qui gèrent, on va dire, la province. La province. Les autres sont un peu jetés les appendices comme ça, qui arrivent, etc. Et donc, le rôle des Banyamulenge, par exemple, au Sud Kivu, est très capital. Le rôle ce qu'on peut dire, les Banyarwanda, c'est aussi influence, Banyarwanda aussi là-bas. C'est très très important. Vous voyez par exemple les FDLR qui étaient en brousse, étaient beaucoup plus gérés par les Bachi. Si vous allez à Uvira par exemple, un type comme Bitakwira, il est très puissant là-bas. Très influent. Il est très influent là-bas. Et donc,
on ne peut pas gérer le pouvoir au niveau de Kinshasa si on ne maîtrise pas la donne de Sud Kivu. Parce que tout part de là-bas. La rébellion de Banyamulenge est partie de Sud Kivu. Si Uvira tombe, si Bukavu tombe, allez, Goma n'est pas loin, Kisangani n'est pas loin. Et donc, c'est un coin tellement fragile qu'il faut vraiment marcher sur les œufs quand vous avez affaire aux gens de Sud Kivu. Bahati, qui avait déjà régenté tout ceci, qui est le pion, on va dire, majeur de l'Union sacrée, celui qui va apporter le plus de députés, etc., Caméré sur le plan politique, était, pour certains, diminué, mais l'influence Caméré au niveau de Sud Kivu était trop puissante. Parlons bien, parlons vrai. Caméré sorti des prisons, est-ce que Caméré peut jouer le rôle du Premier ministre? Et on va s'acheminer vers là. On va s'acheminer vers là. Pourquoi? Parce que le deal avec les Katanga, c'est presque fini. Hein. C'est presque fini. On attendait Sama Lukonde jouer un rôle, on va dire, capital. Tony Trian. Oui, ça n'a pas fonctionné. Le gouvernement des Warriors est un peu l'ombre de lui-même. Il y a quelques individualités qui se distinguent. Mais on s'en passe Sama parce que Sama, dans un premier temps, on lui a conseillé d'être effacé, de ne pas gêner le président. Il a laissé tout au président, aux agences qui ont été créées au niveau de la présidence. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises parfois, bon, sans que lui-même s'implique. Tout ceci a fait que le deal avec les Katanga a beaucoup diminué. Parce qu'on pensait que Sama était tout proche des Katumbi, ce qui n'est pas le cas. On pensait que Sama était dans la dynamique Ilunkamba, parce qu'Ilunkamba, c'était l'accord entre Tshisekedi et Kabila pour dire que la primature restait au Katanga. Tout ceci a été dilué. Maintenant, c'est le Kivu qui va jouer le rôle. Et Caméré a de fortes chances d'être nommé Premier ministre d'ici quelques mois pour faire quoi? Renforcer l'Union sacrée, essayer de donner du tonus au pouvoir Tshisekedi pour peut-être préparer 2023. Mais ça sera sans compter avec l'influence de Bahati, parce que Bahati a beaucoup d'élus. Bahati a beaucoup installé ces Sans gens. compter avec les forces Bahati, c'est-à-dire Bahati frustré par l'influence qu'aurait Vital Cameron sorti du prison. Oui, mais Bahati, il faut pas. C'est un animal froid, c'est un calculateur. Il n'y a pas pareil. C'est-à-dire que Bahati, comme il avait fait tomber le PPRD en termes d'influence, aujourd'hui, c'est lui qui régente l'Union sacrée. Il s'est retrouvé au Sénat, ce n'est pas un cadeau qu'on lui a fait. C'est parce qu'il a pesé. C'est parce qu'il a porté le plus. C'est lui qui a été nommé informateur. C'est lui qui a identifié tous ceux qui peuvent venir chez Tshisekedi. Et au fur et à mesure, on a essayé d'aménager Bahati, notamment au niveau des mises en place, au niveau des entreprises, etc. Mais aujourd'hui, Caméré aura difficile à rassembler en dehors de Bahati. Donc, en termes de géopolitique, les choses sont en train de bouger vers les Kivu. Les Grands Nord accessoirement, mais les Nord Kivu pas vraiment, mais les Sud Kivu va encore avoir beaucoup plus de Et le pouvoir. Nord Kivu avec un Julien Paluku qui oui, joue Paluku, un il a rôle. son parti politique, mais il ne régente pas les Nandais tous. Il ne pèse pas énormément au Nord Kivu. Au Nord Kivu, c'est la coalition de plusieurs leaders. Mais au Sud Kivu, c'est tous ceux qui ont eu ce qu'on appelle l'impérium du pouvoir. C'est Caméré, c'est Némi Mouilania, c'est Bahati, c'est tous ces gens-là. Et puis là-bas aussi, il y a des groupes armés très actifs au Sud Kivu. Et donc, c'est proche avec les Burundi, c'est proche avec le Rwanda. Et donc, il faut faire très attention avec les Sud Kivu. Et donc, la guerre, maintenant, ça va être Vital Caméré avec Bahati pour gérer les enjeux de 2023. Et ce n'est pas probable qu'il y ait élection 2023. Ouais. Ce sont les enjeux qu'on devra comprendre. Mais cette fois-ci, on va parler de Matata Ponyo qui a retrouvé le Sénat. Mais il y a eu un débat houleux avec l'intervention de Bochab qui démontre que Matata devait en principe retrouver ses immunités parlementaires. Oui, mais Matata, c'est encore un calcul en vue de 2023 parce que Matata pèse sur le plan financier, sur le plan du relationnel. Même la dame, on en parlera tout à l'heure du FMI qui est venue à Kinshasa, Christine Lagarde, il y a là-bas des fiches sur Matata Ponyo. Donc,
l'affaire Matata Ponyo a commencé à polluer un peu notre diplomatie au niveau international et on l'a sorti un peu comme ça par la petite porte. Il y a la deuxième affaire des aréanisations qui n'a pas encore terminé. Les procureurs veulent maintenant identifier les gens qui peuvent se plaindre encore, mais bon, je pense que c'est une affaire de procédure. On dit que c'est Bahati qui est derrière en tant que président du Sénat pour empêcher que Matata sorte de là. Moi, je ne pense pas. Bahati, il fait que suivre la procédure, tout simplement. Tout ce qui se passe autour de Matata, c'est une affaire de 2023. Bahati ne serait pas placé entre le marteau et l'enclume. Bon, les cas de Matata, qui a été son premier ministre, il faut le rappeler, qui a été aussi, Matata est plutôt Bahati de l'école Matata. Vous savez, la cravate rouge, hein, regardez, Bahati, souvent, ils portent la cravate rouge, ils sont comme ça, les warriors de l'époque de Matata Ponyo. Et donc, ils se connaissent assez largement. Et donc, il n'y a pas l'antagonisme, pour prévenir, entre Matata et Bahati. Bahati, à un moment donné, on voulait l'utiliser pour diminuer Matata, mais lui, il est chef de corps, il ne peut pas, il a la plénière avec lui, donc il ne peut pas aller dans le sens d'éliminer Matata. Donc, on est en train de vivre petitement, on va dire, petit à petit, la sortie de cette affaire de Matata, qui n'a pas de juge aujourd'hui, parce qu'en tant que Premier ministre, on ne peut pas les poursuivre, il n'y a pas de juge. Et en tant que président du Sénat, il n'a pas, plutôt membre du Sénat, il n'a pas commis de fautes, là maintenant, pour qu'il soit jugé par soit la Cour de cassation, soit une autre juridiction. Donc, je pense qu'on doit oublier ce type d'affaires, y compris pour Bakonga, qu'on pensait qu'il avait détourné beaucoup de millions. En réalité, c'était juste la Vox Populi qui était, voilà, il a traversé avec de l'argent à Brazzaville, mais en réalité, c'était rien du tout. Cette fois-ci, on revient à Kinshasa pour parler de coopération, l'arrivée de la haute direction du FMI en RDC. Oui, mais ça, c'est un peu, je dirais, les Tonga. Hein, on appelle ça l'anesthésie. Que souvent, au niveau international, on fait au pays pour les comprendre. Reprenez le programme avec les fonds monétaires, avec la Banque mondiale, on va vous accompagner pour votre politique, etc. En réalité, il n'y a pas du cash. Il y a souvent des programmes. On va vous dire, on va mettre à votre place 1 milliard étalé sur 5 ans. Il nous reste 1 an et demi pour qu'on puisse faire le bilan des pays qui s'équilibrent. Il y a eu longtemps où on a dit, bon, on a repris la coopération avec la Banque mondiale, les fonds monétaires, le pays va repartir avec les appuis budgétaires. Ces appuis budgétaires, on les n'arrive toujours pas. Si notre pays avait un peu plus d'ambition, un peu plus de tact, on aurait utilisé encore une fois la coopération avec les Chinois. On a 3 milliards de dollars dans les pipes jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas utilisés, qu'on peut utiliser pour des produits à court terme. Parce que tous les MOU qu'on a pu signer avec et les Égyptiens, avec le FPI, et même certains Belges, certains Américains, etc., tous ces MOU, y compris sur les grands Inga, n'ont pas encore donné du cash. Conclusion, on est en train de fonctionner un peu sur base caisse, ce que nous avons avec la mobilisation interne, etc. Mais ça ne peut pas faire décoller le pays, ou surtout financer les projets que le président Tshisekedi s'est donné à court terme ou à moyen terme. La preuve, Chili Gelou a encore des soucis. Vous allez à l'intérieur du pays, la plupart des projets qui ont été enclenchés rencontrent encore des difficultés parce que nous n'avons pas du cash. Nonobstant ce qu'on dit, on a mobilisé au niveau de finances publiques avec les régies financières, etc. On peine encore à avoir de l'argent frais pour financer nos affaires. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le chef de partenaire de la RDC. Regardez qu'on va finir le mandat du président au niveau de la tête de l'Union africaine, mais on n'implique pas notre président dans beaucoup de rendez-vous internationaux. On en parlera tout à l'heure avec Biden, qui fait aujourd'hui un grand sommet virtuel sur la démocratie. On a dit qu'on était partenaire des Nations Unies, ou plutôt des États-Unis, partenaire privilégié. Pourquoi on ne met pas en exergue notre président de l'Union africaine, pays au centre de l'Afrique, immense, comme modèle, ou plutôt pour servir de porte-étendard de cette affaire. Si moi j'ai écouté RFI ce matin, c'est Macky Sall qui n'a pas encore pris la présidence fonctions qui est mise au mois de février, qui est l'invité.
C'est Kagame qui a déjà fini son mandat il y a longtemps, Ramaphosa par exemple, l'Afrique du Sud. Mais pourquoi on ne peut pas mettre le focus sur notre pays? C'est pour ça que la dame qui est venue du Fonds monétaire international, au-delà des déclarations de principe, nous, ce qu'on veut, c'est du cash. Et ce cash n'est toujours pas là. Et les conseillers, les diplomates, tous ces animateurs des agences qu'on a créées au niveau, que ce soit énergétique, que ce soit numérique, que ce soit tout ça, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils font comme travail? Parce qu'on n'a pas encore d'engrange. Il y a beaucoup de débats. Il y a Makutano, tout ça, on fait beaucoup de débats, beaucoup de conférences. Au-delà des débats, qu'est-ce que nous avons? Pas pour le moment, on n'a pas grand-chose. Alors, cette fois-ci, nous allons aborder la problématique de paix en Afrique, surtout avec la situation à Addis Abeba, Éthiopie. Oui, en Éthiopie, malheureusement, la guerre continue, à huis clos presque, on n'en parle pas. L'Union africaine n'a pas beaucoup joué le rôle parce qu'on sait que la guerre d'Éthiopie, là, c'est une guerre par procuration. C'est plus entre ce qui se passe entre l'Égypte et l'Éthiopie, sur le barrage de la Renaissance. Et comme on a un Premier ministre au niveau d'Addis Abeba qui est un peu ingrat aussi par rapport à l'arrivée au pouvoir, on ne sait pas les accords qu'il y a eu au niveau des communautés là-bas et les avoir respectés. On est en train de gérer tout ceci jusqu'à ce qu'il tombe, qu'on puisse mettre en place un gouvernement, on va dire, de coalition. Mais la montée au front du Premier ministre a quand même reboosté. Oui, ça a tempéré des choses parce qu'il y a eu le feu, hein, le pouvoir, la force de l'armée nationale, parce que l'Éthiopie reste quand même, depuis Mengistu, un pays très militarisé. Donc, ils maintiennent encore la pression, mais les États-Unis sont derrière. Il y aura la guerre d'usure là-bas, il y aura l'instabilité, et on risque d'avoir peut-être des problèmes humanitaires. Donc, il ne faut pas encourager cela. Ce qui se passe en Afrique, c'est surtout dans cette partie du Sahel. Le Mali, ça continue. Barkhane a quasi déguerpi là-bas. Ils sont partis maintenant au Niger. Vous avez vu qu'à plusieurs reprises, il y a eu beaucoup d'incidents entre l'armée française qui était en train d'évacuer et les autochtones qui ne voulaient pas qu'ils partent parce qu'ils sont découragés. On dit, voilà, on nous a abandonnés aux terroristes. On a vu ce qui s'est passé. Le Premier ministre a démissionné, pas plus qu'avant-hier ou hier, au Burkina Faso. Hein, Kaboré, le pauvre, est en train de se battre comme un diable pour faire revenir la paix au Burkina Faso, malgré ce qu'on a appelé le procès le procès sur l'assassinat de Sankara, sans citer la France. Tout le monde sait que Sankara a été tué, notamment avec la complicité d'Houphouët-Boigny, qui était sous coupe de la France, etc. Mais on ne veut pas qu'on en parle de cette manière-là. Ce qui vient de se passer, notamment en Guinée-Bissau, plutôt en Gambie, avec la réélection de Barrow, qui était les candidats des États-Unis, qui a été imposé là-bas. Et aujourd'hui, comme l'ancien président Yahya Jammeh avait encore beaucoup plus d'influence, il y a eu mariage. Vous voyez qu'on n'en parle plus, parce qu'on voulait juger Yahya Jammeh à tout prix, qui est en Guinée équatoriale, chez Obiangema là-bas. Et Yahya Jammeh qui a déjà les ambitions de pouvoir réviser la Constitution. Non, c'est Barrow, le président est réélu. Voilà. Il va réviser peut-être pour se maintenir, mais c'est plus pour un peu, je dirais, amadouer les anciens, parce qu'il n'a pas fait ce que les autres voulaient, la chasse aux sorcières, pour juger les gens des Yahya Jammeh, etc. Et il a vu que ça allait pousser le pays au feu, au sang, et il s'est calmé par rapport à cela. Et donc, l'Afrique, sur le plan géostratégique, ce qui se passe, c'est quoi? Les États-Unis, l'Europe occidentale, pour diminuer l'influence de la Chine, ils ont voulu mettre l'Afrique en instabilité. Beaucoup de groupes armés, et Dixit, le président qui a été assassiné, Issa Nabré, que ce soit le Boko Haram, que ce soit tous ces groupes qui sont un peu, je dirais, en Afrique de l'Ouest. Les groupes terroristes. Oui, sont gérés, sont orchestrés, comme c'était le cas en Irak, en Afghanistan, en Syrie, etc. Ils sont gérés pour
mettre de l'instabilité dans ce pays pour que les investisseurs fuient, pour que les pays d'Afrique restent des terres d'exploitation, parce qu'on aime toujours exploiter là où il y a de l'instabilité. Et malheureusement, le pays, les dirigeants africains sont impuissants par rapport à cela. Impuissants. La manipulation continue à fonctionner. On manipule nos dirigeants, on met celui qui est en place contre l'ancien, ou ceux qui veulent peut-être y revenir, comme au Bénin, vous voyez, on vient de condamner un opposant à 20 ans à Ivo. Chez nous ici, on est parti chercher l'ancien policier à Bruxelles pour le ramener à Kinshasa, pour faire des témoignages dans les histoires de Chebeya, etc. Comme on n'a pas pu le faire avec les Congo Hold Up, on va essayer d'aller du côté de Chebeya. Tout ceci nous distrait. Au lieu de nous apaisantir sur des dossiers économiques, des dossiers sociaux, des développements, on est dans, allez, la justice spectacle, voilà, des dénonciations, des choses comme ça, et ça crée des frustrations inutiles et on ne peut pas se développer. Si on veut que notre pays aille de l'avant, il faut qu'on puisse s'asseoir, qu'on se donne des priorités comme les Chinois l'ont fait, comme les Turcs l'ont fait, pour développer le Congo. Le Congo ne se développera jamais avec des invectives, des règlements de comptes, voilà, c'est mon tour, maintenant j'ai la force, je vais vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Parce que celui qui est brimé, il va développer les mécanismes de survie et vice-versa. Donc comme la roue tourne, eh ben, celui qui est brimé aujourd'hui, demain il va essayer de se venger, etc. Et ce n'est pas bon. Or, les pays occidentaux, les Chinois, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à un moment donné, comme avait fait Mandela, justice et paix, on voit ce qui peut être réglé, on règle, on s'apaisantit sur le développement et on avance. Or, les pays d'Afrique sont souvent manipulés par des puissances occultes qui viennent souvent raconter des histoires. C'est lui qui est en place, regardez, votre adversaire est en train de concocter des complots, des coups d'État, les gendarmes katangais, les sécessions du Katanga, les coups d'État, des choses comme ça. Tout ceci, c'est pour justement nous manipuler tout simplement. Parce que un pays en paix, c'est un pays qui se développe. Vous voyez, par exemple, la problématique de l'arrivée des Ougandais chez nous, tout ceci, quel est le média qui a annoncé en premier? RFI, pour jouer avec le mental et l'opinion publique. Aujourd'hui, on est en train de gérer tout ceci pour ne pas trop heurter la conscience, mais les gens de là-bas, de Béni, etc., quand ils voient les militaires ougandais venir parader chez nous, ça crée un précédent. Comme il y a les téléphones aujourd'hui, ils filment, ils mettent dans les réseaux, et puis ça met en contradiction avec ce qui soit à Kinshasa. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. C'est toujours un plaisir de vous écouter en parler avec autant de précision et de clarté en ce qui concerne la géopolitique mondiale et africaine. Voilà. En conclusion, la géopolitique mondiale fonctionne avec ce que les Américains font en ce moment. Biden qui fait un sommet sur la démocratie, au goût des Américains, on exclut la Chine, on exclut la Turquie, on exclut certains pays leaders, enfin, notamment certains pays d'Afrique. On dit qu'on parle de démocratie. Pour la démocratie, c'est la contradiction. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça est donc fini avec les dessous des cartes. Vous avez été édifiés. Merci d'avoir suivi ce programme matinal. Je vous retrouve la semaine prochaine et surtout demain dans Kinshasa Direct. À bientôt sur Télé 50. Et bon anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui. Joyeux anniversaire et bonne année. Joyeux Noël.